Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. C'est quand tu veux. Ok, on est bon. C'est bon, on est parti ? Ouais. Salut Claude. Salut, ça va Barthélemy ? Ouais, ça va super bien et toi ? Oui, très très bien. Bon, dimanche un peu pluvieux sur Paris, tu nous as pas amené le beau temps et j'aurais aimé que tu me ramènes un petit peu, tu m'as ramené ton accent, Ouais. que tu as ramené un peu de soleil, mais bon là on se voit sur Paris. J'ai cru comprendre que tu avais un week-end bien chargé là. Ouais, il y a eu un bon week-end. Mais je rebondis quand même sur le fait que t'as dit que j'ai pas ramené le soleil. Faut savoir que le premier jour où je suis arrivé, quand même, il y avait du soleil. Hein. Donc, Ouais. et puis même les jours qu'on suivi. Et effectivement, bon, je pense qu'après, même si je ramène du soleil, il y a quand même l'accent. Ouais. Ayant vécu un peu aussi sur Paris, quand j'étais au téléphone avec certaines personnes et qui m'entendaient parler, ils me disaient c'est bien, on est content, t'as l'accent, donc il y a le soleil, même s'il fait pas beau, on est content de t'entendre. Tu mets le sourire, tu mets un petit brin de soleil, donc c'est parfait. Je suis sûr qu'on va passer un super moment avec les auditeurs aujourd'hui. Comme je te le disais, il y a une tradition un peu sur ce podcast qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors pour le coup, premier souvenir là tout de suite de sport, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Par contre, si je devais dire quelque chose qui se rapproche à ça, je dirais que le premier c'est quand j'étais à la Légion étrangère. On m'avait demandé en fait de me positionner en position pompe tout simplement et d'essayer d'en faire un maximum et tout de suite en fait on nous met dans le bain de la compétition avec les autres nationalités qu'il y a et qui sont dans la Légion étrangère. Et pour le coup, bon ben ça va, j'avais réussi à en faire quand même plus d'une centaine, mais au final, bon, j'avais pas fini premier, mais j'étais quand même satisfait de ce petit challenge entre guillemets. Toi, tu t'étais déjà entraîné pour faire 100 pompes parce que là, 100 pompes, c'est quand même C'est une pas belle mal. perf. Ouais. C'est une belle perf. En fait, avant la Légion étrangère, j'ai quand même vécu pendant presque 2 ans en Thaïlande où je boxais dans des camps d'entraînement Ok. en boxe thaï. Et puis après, on a viré aussi un peu en MMA. Ok. Tu étais dans quel club en Thaïlande? Parce que je connais bien la Thaïlande, j'ai vécu 2 D'accord. ans aussi. Ok. Et d'ailleurs, je passe à mon ami Luc qui habite lui à Nong Khai. C'est dans le Je nord. connais, ouais. J'ai vécu aussi un peu à Chiang Mai et à Bangkok. Donc on y est. Ben moi j'étais à Chiang Mai en fait. Ok. Le camp d'entraînement s'appelait Busaba Boxing. Ouais. Je sais pas si ça te parle, mais en Je tout les cas, connais pas tous, mais ce que je peux te dire, c'est que sur ce club-là, j'ai envie de te dire quand même un peu au niveau avec de la rétrospection, pardon, c'est que c'était un des meilleurs camps nord, voire même le 2e meilleur en Thaïlande. À l'époque, il y avait un directeur qui s'appelait Andy, qui était extraordinaire. Si je le parle de lui au passé, c'est parce qu'aujourd'hui il est plus là. Et dans ce camp, il y avait un des 10 meilleurs contenders qui s'appelle Sean Wright et qui était simplement énorme. Et je l'avais en fait tous les jours devant moi, mais je savais pas qui c'était ce mec. Et je continuais à m'entraîner normalement, voire peut-être anormal pour les tailles, puisque c'est ce qu'il m'avait dit en l'occurrence.
Il m'a dit, on comprenait pas en fait pourquoi tu parles à personne, pourquoi tu faisais ton entraînement et puis tu te barrais tout de suite en fait dans ta chambre pour aller manger. Et après, je leur ai expliqué que je comprenais pas l'anglais au départ, donc c'était pour ça que je parle à personne. Ok, d'accord. Et tu t'en es rendu compte comment que Sean Wright c'est une légende complètement dans la boxe thaï là-bas. Et je me suis rendu compte bêtement, bon après quelques combats en boxe thaï que j'ai fait dans des stadiums là-bas, faut savoir que là-bas il y a pas d'amateurs ou de semi-professionnels, c'est que du pro, tu combats, c'est sans casque, sans protection, où tu tapes avec les coudes, les genoux, tu fais du clinching, on fait ce genre de choses. Et je me suis rendu compte en allant juste en bas d'un Chéri Mar ou Family Mar, je crois que c'était. Il y avait un magazine où je vois donc 10 meilleurs contenders et en tournant les pages, je vois Sean. Et puis j'ai fermé le bouquin, je suis allé le voir, j'ai dit mais explique-moi. Oui, ce qu'il faut savoir, c'était que c'était arrivé quelques mois plus tard et que j'avais appris l'anglais pour le coup, on m'avait aidé et j'avais demandé une explication. Il m'a dit mais ben ouais, je fais partie des 10 et puis je suis là. Et puis à partir de ce moment-là, je l'ai regardé différemment et je m'en suis un peu servi comme exemple. Ouais. Et derrière, tu t'es inspiré là, un peu de ce combattant-là. Qu'est-ce que t'as tiré de lui? J'ai envie de dire, quand il rentrait, en fait, c'était limite, il était une personne en dehors, et quand il rentrait en entraînement et sur un ring, c'était encore une autre personne. J'ai envie de dire que c'est comme s'il avait 3 personnalités différentes. Okay. En entraînement, il était une personne qui se donnait à 100%. À l'extérieur, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, de très normal, qui pouvait être très ouvert et qui discutait avec tout le monde. Et puis sur le ring, c'était un guerrier, peut-être, tout simplement. Hein. Quand on fait partie des 10 meilleurs, je pense qu'on est quand même un très très haut niveau. Bah, bien sûr. Moi, c'est hyper intéressant. J'imagine que ça doit être hyper enrichissant pour toi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que t'en es venu à la boxe thaï. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers ce sport-là? Parce que c'est quand même un sport ultra violent. Ouais. En Thaïlande, il y a de très très bons combattants. Ouais. C'est pas facile tous les jours, t'es payé une misère pour les combats. C'est exactement ça. Je crois que tu gagnes de l'argent maintenant pour chaque point de suture en plus que tu peux te prendre. Donc il y a de ça, on t'encourage à être un peu violent, quoi. Ils communiquent pas trop sur ce genre de choses parce que voilà, ils savent que les Occidents, maintenant il y a les réseaux sociaux, les Occidents, ils en parlent beaucoup et ils veulent pas trop que ça se sache, ce genre de choses, mais effectivement ça se passe. Mais ce que je dois en fait, et comment j'en suis venu à la boxe thaï, c'est tout simple. Mais c'est tout simple, mais c'est un peu comme les gens le vivent au quotidien. Moi, je sais pas faire les choses à demi-mesure. Vraiment. Je fais tout à 100%, mais je fais qu'une seule chose par contre à la fois, ou presque. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, presque. C'est que à un moment donné, moi j'ai de la famille qui est dans le sud, qui sont des boxeurs anglais, enfin ils font de la boxe anglaise. C'est la famille Patra qui sont très très connus dans le monde de la boxe anglaise. Et je voulais pas en fait faire un peu comme eux, suivre leur pas entre guillemets. Je voulais sortir de l'ordinaire et trouver quelque chose qui m'aille à moi vraiment. Ouais. Et donc moi j'ai toujours voulu faire de la boxe thaï. Et j'ai commencé très tard. Et je pense que ça va peut-être surprendre un peu ceux qui nous écoutent, c'est que j'ai commencé à 27 ans. Ok. Ouais. Ce qui veut dire qu'avant je n'avais jamais boxé de toute ma vie. Ouais, c'est très rare. Ouais. C'est très très rare et surtout très tard. Et donc du coup je me suis dit, mais où mieux apprendre la boxe thaï qu'en Thaïlande, quoi. Ouais. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est comme si on avait envie d'apprendre le jiu-jitsu. Ben d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée quand je me suis dirigé un peu vers le MMA. Mais où tu peux mieux apprendre qu'au Brésil? Ouais. Je sais pas, y a pas de question à se poser. Moi, je suis comme ça, en fait. Ok. Donc, du coup, je me suis dit, t'économises 4 ronds et tu te casses en Thaïlande et puis tu restes, au début, je devais rester que 6 mois et ça a duré 2 ans, en fait, l'histoire. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y en a beaucoup qui osent pas franchir le pas. Ouais. Et c'est vrai que quand tu veux devenir le maître de ta discipline, se rapprocher des meilleurs et se rapprocher être au cœur du volcan, quoi. C'est là que t'apprends le plus vite. Donc c'est hyper inspirant. Et avant ça, tu faisais du sport? Parce que là, à 27 ans, mais on est passé de 0 à 27. C'est ça, non. Alors, il y a un parcours un peu atypique personnellement. J'ai commencé mon premier voyage qui était en Chine, où je suis parti à Shanghai, pas sur un coup de tête, mais presque. C'était pour du kung-fu. D'accord. Donc du coup j'avais déjà un sport, on va dire de base. J'avais pas un très très haut niveau, mais comme voilà, encore une fois, je fais pas les demi-mesures. J'ai dit
pas je veux apprendre puisque j'avais déjà appris un peu, mais je veux en savoir plus et voir comment eux s'entraînent en fait. Et puis ressentir aussi la culture et ce genre de choses. Donc du coup j'étais parti là-bas, donc voilà, c'était mon premier vrai voyage sportif on va dire. Et puis non, après ça effectivement on est resté dans le sport, mais j'ai un peu mis de côté donc le kung-fu, plus des choses justement sur la longueur. Donc je faisais quelques courses à pied, mais c'était vraiment que pour garder du cardio tout simplement, mais pas plus. Jamais il y a vraiment eu un gros creux entre la vingtaine et 27 ans, donc la Thaïlande. Ok. Et donc après ça, tu reviens de la Thaïlande et tu rentres dans la Légion étrangère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on atterrit dans la Légion étrangère? Il faut que tu saches un truc sur moi, c'est que mes parents habitaient à Fontenay-sous-Bois, juste à la sortie du RER, et juste à côté, il y a un fort qui s'appelle le fort de Nogent. Ouais. Qui est du coup très connu parce qu'il accueille la Légion étrangère. Ouais. Et du coup, moi, je faisais du skateboard sur le parvis de la gare. D'accord. Et je voyais les gars, effectivement, qui arrivent généralement d'Europe de l'Est, quelques Asiatiques aussi, quelques Africains qui arrivaient avec un énorme sac. Tu voyais tout de suite, quoi, les cheveux rasés, hyper baraqués. C'est ça. Puis ils arrivaient toujours avec leurs petits papiers, avec marqué Fort de Nogent, et ils essayaient de te demander avec les mains par où c'était. Et nous, moi j'ai un souvenir de gamin d'être le tout petit garçon blondiné aux yeux bleus et de leur indiquer à ces mecs hyper impressionnants, pas très souriants, pas tous en tout cas, et je leur indiquais le chemin. Et du coup, je faisais du skate devant, donc moi ça m'impressionnait vraiment parce qu'en plus c'est un énorme mur, c'est une énorme façade. Tu dois connaître bien sûr, cet endroit. Et comment est-ce qu'on atterrit là? Alors la base, j'avais 12 ans, la première fois où j'étais sûr que un jour, je savais pas quand, j'allais rentrer à la Légion étrangère. J'avais 12 ans et j'avais rencontré donc des légionnaires dans un bar. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fait un adolescent de 12 ans dans un bar? Ben j'accompagnais en fait mes cousins qui étaient beaucoup plus âgés pour je sais plus quoi. Là sur le coup ça me revient pas, mais ils étaient là en fait. Et je voyais en fait leur prestance, la présence. On ressent quelque chose quand ils sont là. Surtout, c'était quand même il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc c'est impressionnant en fait quand on les voit arriver quelque part. Effectivement, on ressent un peu une froideur. On ressent un peu. Surtout, ça dépend de quel pays ils sont. Ouais. Des pays de l'Est, on le sait. Guerre, ouais. Et puis surtout, aujourd'hui, ils ont l'armée obligatoire. Enfin, aujourd'hui, depuis tout le temps. Nous, ça commence à arriver. Encore, on en parle. Mais on ressentait ça. Et là, quand je les ai vus, en fait, je me suis dit. Je me suis même pas dit. J'ai regardé mon cousin. Je lui ai dit un jour, j'irai à la Légion. Et en fait, le légionnaire, il y avait un légionnaire qui était à côté, donc un des chefs, un caporal-chef, qui m'a regardé. Il est venu vers moi et il m'a dit est-ce que tu as une famille? Je lui ai dit oui. Il m'a dit alors ne viens pas à la Légion étrangère. Et je lui ai dit ah bon, pourquoi? Il m'a dit certes la Légion est une famille, mais plus jamais tu ne les reverras en fait si tu rentres à la Légion. Et je lui ai dit ça me gêne pas en fait, j'ai vraiment envie de venir. Il m'a dit alors on se reverra peut-être un jour. Et tu sais ce que tu venais chercher toi? À 12 ans, je pense pas. Après l'avoir fait, oui, bien sûr. Comme toujours, c'est un challenge quand même de rentrer à la Légion et d'y rester et de continuer à faire tout ce qu'on te demande sans réfléchir, puisque c'est exactement ça, c'est le type de mentalité. On nous dit fais ça et puis tu le fais, tu réfléchis pas, tu poses pas de questions et tu dois tout simplement obéir à un ordre hiérarchique, point. Mais il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Je pourrais te raconter en fait la Légion étrangère sur le bout des doigts parce qu'il y a énormément d'informations qu'on ne dit pas, mais c'est vrai que là, la première chose que j'ai envie de dire, c'est en fait, il faut pas avoir peur de la Légion. Et si les légionnaires sont comme ça, c'est tout simplement parce qu'ils sont assistés en permanence dans les démarches, surtout administratives. Ouais. Et je pense que ça c'est un point qu'il faut mettre en avant, et c'est pour ça que quand ils sortent en général de la Légion, quand ils vont dans le civil, ils sont incompris, voire mal compris. Ouais. Et eux ne comprennent pas en fait le fonctionnement du civil. Pourquoi le civil il a le droit de marcher en zigzag alors que toi on t'apprend à marcher sur une ligne. C'est ce genre de choses en fait. Ok. Et toi avec le recul, parce que là tu as quitté la Légion du coup. Ouais. Avec le recul, qu'est-ce que tu y as appris? Qu'est-ce que tu en retiens? D'énormes choses.
j'ai envie de te dire, déjà, je me suis découvert, alors ça n'a rien à voir, mais je me suis découvert dessinateur. Ouais. On va dire que je pensais pas savoir dessiner, et en l'occurrence, j'ai su. Bon, bref, c'est un petit truc, c'est une petite aparté. Comment tu t'es mis à dessiner sur les moments de repos Non, en fait, déjà, quand on est français ou francophone et qu'on rentre à la Légion, pendant la Légion, en fait, il y a beaucoup d'étrangers, il y a 156 nationalités différentes, et du coup, on doit apprendre le français. Ouais. Donc, quand t'es francophone, faut dire ce qui est, tu te fais un peu chier pendant le cours de français. Ouais. Donc, moi, je commençais un peu à prendre mon crayon, à dessiner les gens qui avaient autour de moi. Et puis, les potes qui étaient là, ils me disaient, ouais, putain, c'est pas mal ce que tu fais. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que tous les jours, au quotidien, il y a un cahier d'ordre qui est là, et on te fait faire les ordres donc du cahier d'ordre tous les jours. Et à la fin de la journée, en fait, on te demande de dessiner ce qui s'est passé dans la journée, quelque chose de assez représentatif ou qui a marqué les esprits de la journée. Ok. Je savais pas ça. Ouais, ça c'est un détail qu'il y a pas beaucoup de monde qui est, donc c'est une info pas mal pour toi. Mais et donc du coup voilà, et on désigne en fait un dessinateur. Et pour le coup, moi je me cachais un peu parce que je voulais pas trop, on va dire partir sur ce genre de choses. Mais quand j'ai su que le dessinateur en fait il faisait pas les corvées, parce que tu fais des corvées en pagaille, je me suis dit on va se mettre en avant, et voilà. Après je suis passé dessinateur entre guillemets, où en fait il y a qu'une heure exactement où t'es libre, mais une heure où tu fais pas les corvées, c'est déjà ça d'éviter quoi. Ouais. Et donc à la place tu dessines. Ouais. Et pour revenir donc à qu'est-ce que je retiens de tout ça, je retiens en fait que on se connaît pas vraiment en fait avant d'avoir fait ce genre de choses extrêmes, puisque c'est ça en fait qu'on retient dans l'armée en général, ou la Légion plus particulièrement, ou dans les sports extrêmes, ou quand quelque chose où on va vraiment sortir de l'ordinaire, donc de l'extra, un peu comme extraterrien. Et moi, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Et donc du coup, c'est même pas du dépassement de soi. Hein. Moi j'ai envie de dire, c'est plus que ça, vraiment. J'ai fait des choses en fait dont je ne m'attendais pas, malgré les conditions physiques que j'avais, puisque j'ai quand même, juste avant, j'avais fait quand même 1 an et demi, presque 2 ans de boxe thaï en Thaïlande, où je m'entraînais, c'était du 50 heures par semaine. Ouais, non, c'était chaud. Et malgré ça, je suis arrivé là-bas, bon, j'étais plus à l'aise que certains, puisque j'avais quand même une bonne condition, mais malgré ça, on vit des choses très très difficiles, puisque là, en fait, on mélange la difficulté psychique et mentale et physique, et c'est en fait c'est le tout qui fait qu'on doit se surpasser. C'est pas du dépassement, c'est surpasser, c'est ça, c'est le mot en fait. Ouais, tu dois complètement ta zone de confort, elle est complètement repoussée. Faut oublier la zone de confort. Elle n'existe pas. Est-ce que tu pourrais, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont secrètes, mais est-ce que tu pourrais nous raconter, je sais pas, une expédition ou un exercice que t'as retenu et que t'as trouvé particulièrement challengeant, ou bien sûr. Peut-être qu'après que tu vois qu'il y a un entraînement que tu peux après reproduire dans le civil et qui toi t'as vraiment fait progresser. Ah, alors ça va être difficile un entraînement. Ce que je peux te dire, c'est que j'étais artificier des mineurs à la Légion, donc c'est assez particulier. Ouais. Surtout d'essayer de reproduire ça dans le civil. Là, tu mets en risque ta vie. Et donc, mais si je devais dire quelque chose qui a un rapport avec ça, je te dirais que t'as un niveau de stress quand tu dois déminer, parce que là t'as le vrai contact de la mine ou d'autres objets justement qui sont là pour nuire en fait à l'humain, tout simplement. Donc t'as un réel stress qui est, je pense, d'une intensité, c'est pire que du dépassement ou se surpasser, c'est au-delà de tout ça, puisque là on a notre propre vie entre nos mains, quoi, et la vie de ceux qui sont autour, bien sûr, même s'il y a des lignes de sécurité. Donc pour se préparer à ça, c'est des conditions assez extrêmes. Ouais. Moi j'en ai déjà vu qui se sont fait pipi dessus pendant qu'ils déminaient. Ouais, non, vraiment. Tu m'étonnes. Tu dois avoir le cœur qui bat à 190 et... Je pense que t'es à la limite de la limite. Ouais. Et du coup, tu nous as dit que tu t'avais retenu un peu ton côté dessinateur, le fait que t'as appris vraiment à complètement repousser, dépasser tes limites. Est-ce que il y a des choses aussi, on va dire un petit peu plus spirituelles
que t'en as retenu, parce que je sais que dans les valeurs, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, t'es papa, il y a des choses peut-être que t'as envie de transmettre. Ouais. Est-ce qu'on va dire autour des valeurs de l'armée, il y a des choses que t'as gardées avec toi et qui vraiment t'ont touché, quoi. Je garde en fait ça depuis la Légion, et pourtant j'ai fait la marine avant. Bon, la marine, c'est pas pour ceux qui l'auront fait et qui nous écoutent, c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que quand je dis ça, attention, il y a des valeurs, mais c'est pas très difficile en soi physiquement. Du moins, c'est pas la Légion étrangère. Mais pour la Légion, je dirais que les valeurs que j'ai gardées, avec lesquelles j'avance encore aujourd'hui, c'est la droiture en fait. C'est-à-dire que je commence quelque chose en fait, et tant que j'ai pas terminé, je vais aller jusqu'au bout. C'est ça le truc. Ouais. Et ça fait partie, c'est le boulot, c'est-à-dire c'est vraiment le travail d'un légionnaire. Le matin, il se lève, on lui donne son travail de la journée, et tant qu'il l'a pas fini, quelle que soit l'heure que c'est, tu dois terminer en fait ce que tu as commencé le matin en fait. Okay. Et c'est ce que j'ai gardé à l'esprit, et c'est avec lequel j'avance tous les jours, c'est que même si c'est que des entraînements, je me suis fixé un objectif, tant que je l'ai pas atteint en fait, quelle que soit l'heure. Des fois, c'est vrai que je fais des 6 heures, des 8 heures, et j'exagère pas, vraiment, ou des 12 heures d'entraînement. Vraiment, 12 heures d'entraînement, c'est chaud. Je peux te citer... Tu m'étonnes. Puis vous avez 40 kilos sur le dos. Ah, mais c'est ça. T'as une combi qui puis t'as l'arme que t'as sur toi, le sac à dos. Les chaussures qui sont pas hyper confortables. Et alors ça, c'est quand t'es en stage, mais quand t'es en opération, t'as plus que ça, puisque t'as tous les chargeurs qui sont sur toi quand tu dois aller marcher. Chargeurs, donc, qui sont approvisionnés, bien sûr, puisque t'es quand même en mission extérieure, et qu'il peut arriver quoi que ce soit. Donc t'as vraiment le gilet, des chargeurs, enfin t'as vraiment du poids. C'est des très très grosses contraintes. Ouais. Et tu t'as gardé des amis un petit peu? Ouais, beaucoup. Ouais. C'est une vraie famille, j'imagine. Alors, je vais dire oui et non. Il y a beaucoup qui se fait dessus. Effectivement, moi j'ai vu des gens qui, pour parler de ça, qui se détestent dans certains pays. C'est-à-dire qu'ils ne se supportent même pas, pour beaucoup de raisons différentes. Et pour le coup, là, t'as pas le choix en fait. Tu dois le supporter. C'est le mec avec qui tu vas être dos à dos dans des conditions et des situations extrêmes. Donc tu dois lui faire confiance. Et pour faire confiance à quelqu'un, il faut apprendre à le connaître, hein, il faut apprendre à vivre avec, puisque c'est ce que tu fais 24 heures sur 24 avec apprécier un peu aussi. C'est ça. Ouais, donc il y a une famille, il y a effectivement, tu gardes ça. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai gardé le lien avec énormément de personnes, que j'ai été en tant qu'instructeur ou pas, à qui j'ai donné donc l'instruction ou pas, mais avec d'autres personnes qui j'avais moins de liens peut-être, et qui aujourd'hui veulent reprendre contact avec des anciens légionnaires. Donc moi, je suis toujours dans le sens où je vais partager, échanger et garder, justement, parce que faut savoir que c'est important quand même de garder les contacts avec des gens. Ouais. Avec qui t'as vécu. Ouais. Je pense que quand il se passe quelque chose d'important, il faut garder les contacts. Ouais, t'as tout à fait raison, ouais. Et je voulais poser une dernière question, après on changera un petit peu de sujet. Ça marche. Mais il y a quelque chose qui me fascine, et tu vas voir le rapprochement avec le sport, c'est que c'est la récompense et l'estime de soi, tu vois. Ouais. Tu vois, pour un sportif de haut niveau, bon, même si les auditeurs le savent, tu le sais, je suis allé vers beaucoup de sports un petit peu moins médiatisés, vers des gens qui faisaient des sports un peu moins médiatiques. Mais il y a quand même, tu vois, un aspect de, je peux être le champion, je peux être le meilleur, je peux en gagner ma vie aussi. Donc, tu vois, il y a aussi une récompense financière, il y a une récompense d'estime. Ouais. Dans l'armée, je comprends pas comment. Je pense qu'on peut faire des trucs incroyables, mais j'arrive pas à comprendre. Donc, peut-être que toi, avec ton recul, tu pourras me l'expliquer. Comment est-ce qu'on tient? Et est-ce que tu as des récompenses, tu vois, ou comment est-ce que tu te récompenses pour tenir, en fait? Comment est-ce que tu trouves la motivation? Parce que tu vois, un sportif dans les jours très durs, il va se dire, bon, allez, je le fais pour le titre, je le fais pour parce que ça me fait gagner ma vie. Mais toi, comment est-ce que quand tu fais des choses qui sont vraiment, vraiment extrêmement difficiles, surtout dans l'armée, maintenant c'est peut-être un petit peu différent, mais comment est-ce que tu vas trouver des ressources pour aller repousser l'impossible? Alors je pense qu'il y en a plusieurs ressources, et moi personnellement, je vais répondre à cette question. J'ai envie de dire, je pense que tu l'as entendu, j'adore les défis. Déjà, pour moi, c'est une récompense en soi de pouvoir arriver au bout du défi. Juste arriver au bout, déjà. Ouais. Si en plus derrière
j'arrive à performer et être dans les premiers, pour pas dire le premier, je serais super content parce que je connais un peu, beaucoup même aujourd'hui, mes compétences et mes capacités physiques. Maintenant, on peut toujours se surprendre sur plein de choses, mais quand je me fixe un objectif et que je me dis termine-le déjà et vois déjà ce qui est ton résultat en fait, tout simplement le résultat de ce défi, et voir ce que tu as ressenti et dans quel état en fait tu ressors de ce défi. C'est ça qui est important en fait, parce que pour mieux rebondir, puisque l'échec peut être partout, du coup tu peux arriver au bout mais ne pas avoir gagné entre guillemets, ne pas être premier, mais ça te donne en fait une idée vraiment en fait de ce que tu dois faire et de rebondir pour la fois d'après. Ok, donc c'est vraiment ce moi c'est ça en fait, ouais. Vraiment moi c'est ça. Ok. Et tu sais d'où ça vient ça? Si tu remontes un peu dans l'enfance ou... J'ai toujours été comme ça. Après, je pense que il est possible que ça vienne du fait que j'ai quand même deux grands frères et une petite sœur. Et avec mes deux grands frères, on a toujours été en compétition. Et je pense que c'est ça, quand il y a une fraternité qui est de plusieurs enfants, même de deux minimum, quoi. T'as toujours envie de faire mieux que ton aîné, entre guillemets. Et moi, vu que j'en avais deux, il fallait que je fasse mieux que le premier et que le deuxième, donc. Ouais. C'est peut-être ça. Ok, d'accord. Bon, du coup, on va avancer un petit peu dans le temps. Tu as terminé l'armée et là, tu commences à te lancer plein de défis. Ouais. Je sais même pas par où commencer, tu vois. Mais un qui m'a un peu plus intéressé parce que c'est quelque chose que je pratique, mais alors vraiment pas au même niveau que toi. C'est ton record tourné vers le froid. Ouais. En fait, moi, ça fait 1 an et demi que je prends une douche froide tous les matins. Ouais. Super ça. C'est génial, tu vois. Je le fais entre 3 et 10 minutes. Que des bénéfices, quoi. Je suis plus tombé malade, meilleure forme, plus besoin de café le matin. Vraiment génial, quoi. Et moi, je me suis dit, comment est-ce que toi t'as découvert le froid et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller challenger un peu les gros records qui existent autour de ça? Alors déjà, en parlant du froid, il y a alors un record, on parle duquel? Parce que froid, j'en ai fait 2 en fait. Ok, bah vas-y, dis-nous les 2. Alors du coup, il y en a un en fait où je suis resté. On attend bien sûr le retour de ça, parce que c'est en cours exactement de validation. De validation. Ouais. Il y en a un où je suis resté donc 10 minutes 30 à moins 110, donc dans une cryothérapie. D'accord. 10 minutes 30 jusqu'à présent. C'est pour ça que c'est en cours de validation. On n'a pas entendu. Surtout avec un masque d'entraînement réglé à 3007. C'est-à-dire que j'étais à moins 110 à 3700 mètres d'altitude. Uniquement en short. Ouais. Enfin, nu. Quand on rentre dans une cryo, on a quand même des gants. Ouais, on a des gants. En fait, c'est juste les extrémités qui sont protégées, mais tout le reste du corps, c'est à nu, quoi. Alors, ça, c'est important déjà de savoir que il y a quand même ça qui était en préparation, enfin, qui avait été fait. Donc, 10 minutes 30, à moins 110. Mais surtout, et moi, c'est ça qui est important dans les résultats, c'est que en rentrant, j'avais une certaine température interne. Et en sortant, j'avais à peine 0,4 de différence. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a une réelle loin de l'hypothermie et que tu pouvais complètement. Tu pouvais encore mais j'aurais pu rester beaucoup plus. C'est juste que la personne qui était là et qui était patron donc de la cryothérapie ne voulait pas que je fasse plus, puisqu'il avait peur en fait. C'était la première fois que quelqu'un essayait aussi loin, à ses yeux du moins, et il avait peur qu'il y ait une mauvaise chose qui arrive ou ce genre de choses. Mais moi, je sentais que je pouvais rester plus. J'étais tellement concentré, en fait, que je m'attendais pas à ce qui me réveille pour me dire, ça y est, ça fait déjà 10 minutes 30. C'est génial. Ouais. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, en fait, et ça, c'est celle que je prépare pour essayer de battre le record du monde, c'est que je fais des immersions, en fait, dans la glace. C'est-à-dire que je rentre dans un caisson en plexi. Et ça, je précise parce que c'est très, très important. Ce n'est pas en verre, mais en plexi, où je me mets de la glace, donc jusqu'au cou. La glace pilée, des glaçons. Des glaçons, exactement, des glaçons. Dont la température sur ces glaçons sont de 0 à 1 degré à peine. Quand tu fais par exemple ta douche froide le matin, t'es en moyenne entre 10 et 12, 13 degrés, un truc comme ça. Ouais. Déjà l'eau est très froide là, surtout quand tu dois te réveiller le matin et que tu fais ça. Mais là en l'occurrence, j'étais donc entre 0 et 1. Et ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est l'évolution en fait donc de l'appréhension du corps et de comment ça va se passer à l'intérieur.
Et quand je fais le ratio en fait des 3 tests que j'ai fait, le premier j'y suis resté 20 minutes en fait dans la glace, sauf que c'est important. C'était chez le groupe Barba, donc qui est chez moi, une immersion dans de la glace saumurée. Saumurée, c'est-à-dire qu'elle est salée. D'accord. La température de cette glace-là était à -2. Ouais. Quand on rentre en fait dans une glace où on est dans le négatif, la chute de la température interne descend mais d'une force incroyable. Ok. Ouais. Et j'étais dans une chambre froide à 4 degrés. Donc en fait, je m'aidais pas du tout dans ce test, mais j'y suis quand même resté 20 minutes. Deuxième test, j'y suis resté 41 minutes. Mais là, j'étais dans ce fameux caisson en plexi, dans une température externe où j'étais plutôt de l'ordre du 12 ou 13 degrés, donc plutôt positif par rapport à la fois dernière. Mais j'avais réussi à rester 41 minutes. Et le dernier en date, et celui-là il est important, j'y suis resté 1 heure et 1 minute, donc en immersion dans la glace, en température de la pièce était à 25 degrés. En fait, pourquoi 25 degrés? Parce que j'essaye de me rapprocher le plus possible en fait des conditions dont on fait preuve le recordman qui détient actuellement, c'est 2h08. Voilà. Ok. Et ce record, c'est celui de Wim Hof, c'est ça? Alors, justement, en fait, il y a beaucoup de questions qui sont autour de Wim Hof, enfin pas de son record, mais de ceux qui précèdent Wim Hof. Wim Hof a fait 1h52 en 2014. Ce qui se lit sur internet, c'est qu'il y aurait un chinois, un asiatique, donc qui aurait battu de 1 minute seulement Wim Hof. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas encore. Et apparemment, au mois d'août dernier, il y a un Autrichien donc qui aurait fait ses 2h08. Mais sur les articles qui sortent, ils disent pas que c'est le nouveau record du monde. D'accord, donc il n'est pas forcément validé voilà. par un juge. Ou en cours de validation, donc je sais pas. D'accord, ok. Donc juste dans l'optique, en fait, je peux même pas me permettre, quand je vais tenter de faire ce record du monde, je peux pas me permettre de faire 1h54. Faut vraiment en fait que je fasse 2h10. Ok. Pour mettre, j'ai envie de dire, excuse-moi, un peu mettre tout le monde à l'amende, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Je me vis ça, et je sais que j'ai les capacités, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en faisant 1h01, je suis rentré, j'ai 0,3 seulement de différence, degrés. D'accord. Ce qui fait que j'arrive à avoir une telle concentration que je n'ai aucune brûlure au niveau de la peau, puisque ce sont les questions qui reviennent très souvent, en fait. Ouais, c'est le problème, ouais. Ça te brûle la peau au bout d'un certain temps. Brûlure de la peau, ne pas rentrer en hypothermie, hein. Bien sûr. Et d'où l'importance de la concentration et de la respiration, et moi je travaille en fait sur ça. Alors, je tiens à dire aux auditeurs que je n'utilise pas la méthode Wim Hof. Ça, c'est important. J'utilise ma propre méthode que je suis en train de créer. Voilà. D'accord, ok. Et ça ressemble dans les grandes lignes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, si demain j'avais envie de m'y mettre, tu me commencerais de... Moi, je dirais que si demain tu as envie de t'y mettre, ça sera donc beaucoup de yoga. Il faut travailler sur le yoga, ça c'est important. Puisque le yoga, qui dit yoga, bien sûr, dit du physique, mais dit beaucoup de respiration. Ouais. Faire, je vais pas te dire beaucoup, mais c'est un peu le mot de méditation. Ouais. Et en fait, quand on dit ça, pour certains, ça peut paraître vague ou dire méditation, c'est un peu peace and love, ce genre de choses. Mais c'est la vérité, en fait. La méditation, c'est-à-dire, c'est faire redescendre son rythme cardiaque, essayer d'entendre son cœur et de contrôler, en fait, ça. Quand on arrive à ce niveau-là, déjà, on peut se dire que on a peut-être franchi un premier palier. Ouais. C'est ce genre de choses, en fait. Ouais, c'est vraiment essayer de faire baisser le plus possible ta température, enfin pas ta température, mais ton rythme cardiaque et optimiser ton énergie au maximum. Et je précise pour l'entraînement, puisque moi, quand je suis en test, je fais pas baisser mon rythme cardiaque. Je le fais monter. Ah, tu le fais monter? Pour que justement il y ait production de chaleur. Le sang puisse circuler au maximum et produire donc la chaleur et maintenir la température interne. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans ce caisson ce caisson rempli de glace? C'est quoi un peu le protocole? Tu souffles pendant quelques secondes. Il y a quelques secondes où c'est vraiment très dur. Au bout de combien de temps tu te sens à l'aise? Comment tu respires? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta tête? J'imagine que c'est une concentration extrême. Complètement. Mais alors c'est simple. Déjà, il faut, pour ma part, après peut-être que Monsieur Wim Hof il fait différemment, mais moi il me faut du silence, vraiment en fait. C'est pour ça que les gens en fait qui sont là et qui
Faut savoir aussi que pratiquement tout ce que je fais ou tous les challenges que j'ai fait, ils sont enregistrés par un clerc d'huissier de justice pour justement prouver que je l'ai bien fait et ne pas avoir une crédibilité en fait, puisque on est souvent contesté de ce qu'on fait, surtout quand on commence à taper dans le très très haut. Et donc du coup je rentre en fait dedans, je demande un minimum de silence, sans prétention, c'est vraiment pas pour embêter les gens, c'est pour moi, pour que je puisse rentrer dans la concentration et la méditation. Ouais. Et après j'écoute uniquement ma respiration et je me concentre que sur ça du début jusqu'à la fin. Et pour répondre à ta deuxième question, t'essayes de chasser toutes les pensées que tu peux avoir, et c'est vraiment, tu penses que à ta respiration. Tout simplement. Et je ferme les yeux personnellement. Après, il y en a d'autres qui le font pas. Moi, je ferme les yeux, ça me permet de vraiment me focaliser en fait que sur ça. Et pour répondre donc à la deuxième question, j'ai envie de te dire, oui, effectivement, quand on est dedans et qu'on commence à rentrer des glaçons, ça fait pas plaisir de recevoir des glaçons du haut de 2 mètres de hauteur sur les pieds, par exemple. Hein. Ouais. Je le dis ça parce qu'en l'occurrence, au dernier test, j'ai saigné un peu du pied et ça m'a un peu perturbé au début, quand toute la glace était mise. Mais j'ai réussi à passer au-dessus et à ne plus y penser. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est de ne plus penser à ce froid qu'il y a autour de toi, ne plus penser à peut-être tous les gens qu'il y a autour et qui te regardent, ou le bruit qu'il peut y avoir, parce que ça aussi, ça y fait. Et de rentrer en une concentration, j'ai envie de te dire, extrême, quoi, tout simplement. Ouais, ok. Moi, génial. Je suis passionné par ça. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines performances que tu vas faire. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, et moi, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de me plonger dans des bains gelés, mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire bientôt, et parce que la douche, ça me suffit plus, quoi. Mais à la rigueur, tu peux même faire un mini teaser le jour où tu le fais. Tu fais une petite vidéo et tu me l'envoies, et comme ça, tu me dis. Ça marche. Tu me dis les sensations et tout. Ouais, vas-y, avec grand plaisir. Bon, en plus, je médite tous les jours, donc je pense que j'aurai un bon guide, et je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde sur l'entraînement, donc. Complètement. Allez, j'essaie de faire ça cet hiver. Ça marche, c'est ton challenge. Allez, ça marche. En dehors de ça, t'as fait d'autres challenges qui étaient un peu avec un masque, toujours. Ouais. Celui de cycling, 24 heures de cycling et 24 heures de marche sur un tapis. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces deux challenges-là? Alors déjà, c'est bien que tu parles du masque, parce que j'ai envie de dire... ça change tout. Complètement. Et puis j'ai envie de dire aux auditeurs et à tout le monde dans le monde entier, ça marche vraiment. Au cas où s'il y a des gens qui se posent la question, qui se disent ouais mais moi j'ai essayé, tu sais que tu l'as pas vraiment fait en fait. Ouais, parce que vraiment quand tu mets le masque, c'est hermétique à 100%. Tu rentres en hypoxie direct quand tu l'as jamais mis. Donc vraiment ça marche. La deuxième chose, pourquoi moi je mets le masque? Pour plusieurs raisons. La première, parce que je souhaite aujourd'hui à ce que ça soit ma signature, c'est-à-dire que on puisse me reconnaître on dise ben voilà, quelqu'un qui porte le masque, ben c'est Claude en fait. Okay. Et si il fait des choses extrêmes et qu'il le fait avec le masque, ben c'est moi, c'est Claude Cazes en fait, tout simplement. Et la deuxième chose, pour mon défi antarctique, c'est tout simple, c'est que il y a de l'altitude sur place. Ouais. Et comme moi chez moi je suis dans le sud, certes il y a des montagnes, mais je vais pas aller courir tous les jours chercher des montagnes et à faire des allers-retours. Du coup, comme j'ai pas voulu me déplacer moi à la montagne, je me suis dit je vais déplacer les montagnes à moi. Donc les masques d'entraînement en fait aident à ça en fait, tout simplement, hein. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis mis cette contrainte dans tous mes entraînements quotidiens, c'est-à-dire que je le porte vraiment 2 fois par jour, 4 à 6 heures par jour. D'accord, ok. Ouais. Aujourd'hui, je suis à 3007 comme je suis à 0 en fait. C'est-à-dire que je suis à l'aise à 3007. Ça réagit de la même complètement. Ok. Tu peux courir un 10 bornes Ah ben, des 24 heures. Des 24 heures bike pour en parler. J'ai fait 480 km avec le masque d'entraînement. Je cite quand même les conditions puisque j'ai eu l'honneur en fait de pouvoir rencontrer Pascal Piche. C'est lui qui détient le record du monde de vélo d'appartement. Il a fait 3147 km, c'est énorme, en 6 jours. Ouais, c'est au ratio, ça fait 526 km par jour. Et ça fait, je crois de mémoire, ça fait des années qu'il fait du vélo et c'est sa passion, quoi. Et quand j'ai voulu faire ce challenge, en fait, il m'en fallait un, en fait, pour moi, personnellement, un premier. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose pas qui est tranquille, puisque le vélo quand même c'est quand même très particulier, ça peut faire mal à certains moments, mais je me suis dit
autant que je sois un minimum assis, avec un minimum de confort, puisque encore jusqu'à ce premier challenge, je connaissais pas trop mes capacités à l'extrême, c'est-à-dire sur du 24 heures. C'est le premier que t'as tenté. Ouais, de toute ma vie, c'est le premier, le 24 heures bike. Et donc, du coup, j'ai quand même mis le masque. J'étais sur un vélo d'appartement d'une salle quelconque, de salle de sport bien sûr, avec une selle basique, un pédalier basique, avec bien sûr comment on appelle ça, un engrenage dans le pédalage en fait qui était très difficile de base, qui était à 0. Je me suis mis à 0 pour que si les auditeurs se posent la question. Et donc j'ai fait mes 24 heures et je tiens à le préciser, j'ai pas transpiré une goutte sur 24 heures. Et le clerc d'huissier de justice, en était là pour en témoigner, quoi. Ok. Ouais. Et alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que j'ai fait 24 heures, 4 fois 6 heures, avec toutes les 6 heures, en fait, je prenais 10 minutes de pause seulement. Ok. Et alors là, vous allez me dire, mais pourquoi 10 minutes de pause? 10 minutes de pause, ils ont été importants, puisque c'était quand même pour aller aux toilettes. Et ouais, pour, sur un vélo, ouais. voilà, pour boire et pour manger, puisque comme j'avais le masque, en fait, pendant 6 heures, je ne buvais pas, ni ne mangeais. Ah ouais, tu manges rien du tout pendant 6 Rien heures. pendant 6 heures. Ah mais c'est complètement fou. Complètement, ouais. Et quand c'est ce que Et je du te... coup, quand tu fais une pause, tu bois quoi? Tu bois 2 litres? Je buvais quand même, mais je buvais pas énormément, en fait. Ok. Ouais. Je buvais, en fait, je buvais uniquement ce que mon corps me demandait. Ouais. Voilà. Ouais. Faut vraiment s'écouter à un moment donné et je pense que c'est là où tu vas pas avoir d'excédent et peut-être être ballonné après ou ce genre de choses. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Et donc, comme je disais, quand je discutais avec Pascal Piche, recordman d'appartement, de vélo d'appartement, c'est que quand je lui dis que j'avais fait ça, il m'a dit c'est bien. Mais quand je lui dis que ça faisait seulement 3 semaines que je me préparais, que je détestais le vélo, j'avais jamais fait de vélo de ma vie, il m'a dit là c'est fou. Okay. Et ça a été la même chose en fait pour le challenge donc de 24 heures de marche sur tapis de course. C'est-à-dire que j'avais jamais fait un 24 heures sur un tapis de toute ma vie, et encore moins 24 heures mis à part celui que j'avais fait juste avant. Et pareil, alors là je me suis rajouté une contrainte pendant les 24 heures, et vous allez me dire mais c'est un peu fou. Donc j'avais le masque d'entraînement 3007. Ouais. Et en fait, quand je suis allé voir donc les partenaires, le polygone de Béziers, c'est là où c'est que je l'ai fait, et que je leur ai soumis l'idée donc de faire ce partenariat où ils m'ont ouvert leurs portes pour l'événement. Je leur ai dit je voudrais faire 24 heures de tapis de course, donc à marcher pendant 24 heures à mon rythme, mais avec un masque d'entraînement. La responsable elle m'a regardé, elle m'a fait ah ouais c'est pas mal. Et en fait ça m'a pas suffi sa réponse. Et quand j'ai vu sa réponse, j'ai dit mais en fait je vais rajouter un gilet lesté de 8 kilos. Ok. Et là elle m'a dit ah ouais c'est fou. Et là comme ça m'a paru assez raisonnable, je me suis dit je vais rajouter ça. Ok. Et voilà. Donc tu t'es vraiment l'histoire de ce défi, c'est un petit peu on t'a un petit peu taquiné l'ego et c'est ça. Ok. Mais à l'origine, elles viennent d'où ces idées? Alors tout ça, bien sûr, vous l'aurez compris, mon fil rouge, c'est d'aller marcher donc sur l'Antarctique. Et je t'expliquerai pourquoi après. Je dirai plus traverser de l'Antarctique. Ouais. Ça va être très important, ce que je vais te dire. Mais marcher sur l'Antarctique, ça reste donc dans le cadre de l'entraînement. Aujourd'hui, je pense que faire du vélo pendant 24 heures avec un masque d'entraînement ou marcher sur un tapis de course pendant 24 heures avec un gilet et un masque, on est dans la performance, mais surtout on est dans l'endurance. Ouais. Et moi, là-bas, je vais avoir besoin de beaucoup d'endurance. Donc, pour ceux qui se poseraient la question, ils vont dire, mais pourquoi en fait ils s'entraînent pas dans le froid, dans la neige, puisque c'est exactement ce que je vais faire. Je leur répondrai qu'il y a bien sûr des expéditions qui sont prévues pour moi en avril, par exemple, au Groenland. Là, pour le coup, je peux dire traverser du Groenland, puisque c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je réponds à cette personne-là. Mais pour le reste, je fais vraiment ça. C'était dans mon esprit quand je me suis mis ça en tête, cette marche de l'Antarctique. C'était, il faut que je fasse des choses en fait qui me permettent de me tester pendant ma préparation sur de la longueur en fait, sur de l'endurance. D'accord, ok. Ouais, donc c'était vraiment dans un but de préparation. Ouais, quoi. Tout à fait. Ok. Et t'en tires des choses de ces 2 performances? T'as appris des choses sur toi-même? Ouais, complètement. Déjà, dans les 2 cas, j'ai pas transpiré une goutte. Dans les 2 cas, enfin surtout un,
Là, je pense que ma diététicienne nutritionniste, elle va m'engueuler. Mais j'ai bu qu'un verre d'eau, en fait, pendant 24 heures de marche de tapis. Okay. C'est-à-dire que toutes les 6 heures, en fait, je pouvais boire et manger. Et je n'ai bu qu'un verre d'eau pendant 24 heures. Sur 90 km que j'ai fait. Effectivement, c'est pas spécialement recommandé, non, je pense. C'est pas recommandé, mais pour le coup, en fait, comme j'avais aussi un autre challenge en tête, que je ferai sûrement peut-être dans quelques années, mais pas maintenant, je m'étais dit, je vais quand même me tester, en fait, pour voir si j'ai les ressources physiques à l'intérieur. On sait qu'on est quand même constitué de presque 70% d'eau. Et je voulais me tester sur ça, en fait. Ok. Voilà. Ouais, donc c'était, tu l'avais en tête et tu savais que tu voulais très peu boire. C'est ça. Et ça te sert à quelque chose pour l'Antarctique de très peu boire? Parce que tu vas... Oui et non. Alors oui, parce que j'ai dans l'objectif, en fait, de marcher, donc au moins 2, 3, voire 4 heures, en fait, sans m'arrêter, sans boire et sans manger. Et du coup, là, je le sais que je peux le faire, en fait. Je peux faire jusqu'à 6 heures sans boire et sans manger. Donc pour éviter justement j'ai envie de dire, de taper dans l'extrême, donc dans la limite peut-être, je réduis les heures sans manger, sans boire, donc de 3-4 heures. Là, je sais que j'en suis largement possible, c'est faisable. Et du coup, oui, j'en retire que je sais que je peux y arriver, quoi. Donc c'est un très bon test, en fait, ce genre de choses. Ok, génial. Mais du coup, t'as parlé de traverser de l'Antarctique qui n'était pas une traversée. Ouais. Il me semble que tu veux, pareil, battre un record qui a déjà été fait. Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire que c'est une traversée? Alors, je pense que ça va être une des meilleures questions que je vais avoir via cette interview. Vous savez, c'est comme, je pense que tous les sportifs extrêmes ou de haut niveau, à un moment donné, quand on commence ce genre de périple ou d'aventure, on a certaines informations au début et au fil de la préparation, jusqu'à ce qu'on arrive au jour J du défi, on a d'autres informations qui arrivent et qui contredisent ou qui modifient certaines informations qu'on avait au début. D'accord. Et là, pour le coup, je pense que c'est important de communiquer sur ça. Et aujourd'hui, moi, je communiquerai uniquement de cette façon. C'est que je ne peux plus dire que je vais faire la traversée de l'Antarctique. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, celui qui détient, je mets vraiment un guillemet, le record du monde de traversée de l'Antarctique, c'est Colin O'Brady, l'Américain, qui a fait 1500 km en 54 jours. Sauf que son record a été contesté, sincèrement, beaucoup, mais par le monde entier. Et je vais citer pourquoi, et ça va rejoindre pourquoi je ne peux plus employer le terme traversée. Aujourd'hui, une traversée pour les professionnels, vraiment, tous ces explorateurs et aventuriers, ils savent qu'une traversée, c'est d'une côte à une autre. Bien sûr. Est en ouest, nord au sud, voilà. C'est difficile de dire où se trouve l'extrême est, où se trouve l'extrême ouest. Donc, juste pour ça, en fait, moi, je suis comme tout le monde. J'ai pas envie, en fait, derrière qu'on vienne contester ce que j'ai fait. Même si je l'ai fait pour moi à la base, c'est un défi personnel, même si je le fais pour les causes que je défends, même si je le fais pour plein d'autres raisons, on n'a pas envie d'être contesté à un moment donné par qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma communication, elle va jouer sur la marche dans l'Antarctique et pas sur la traversée de l'Antarctique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais les citer vite fait un exemple, mais sans rester trop dessus. Ce qui a été contesté, donc c'est ça. Sa façon de communiquer sur la traversée, sur aussi le fait que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit qu'on revendique du moins quand on fait ce genre de choses qu'on est à pied, seul, sans assistance, sans aide et en autonomie totale. Sauf que quand on rentre dans les détails, en autonomie totale, ça veut dire qu'on va pas être ravitaillé. Ouais. Sans assistance, ça veut dire qu'il y a rien qui va arriver de l'extérieur, qui est autour de nous. Ou sans aide, on va pas utiliser une voile, par exemple. Ouais. Voilà. Donc, quand tu utilises pas une voile ou un chien de traîneau, tu peux dire que c'est sans assistance. Sauf que ce qui est contesté aujourd'hui, c'est que c'est pas naturel, c'est-à-dire qu'il a pas fait ça à pied, mais il a fait ça avec des skis de fond. Ouais. Donc, c'est ce que font la majorité des... C'est ça le truc, c'est que c'est ce que font la majorité. Moi, c'est ce que je vais faire aussi. Donc ça peut être une petite contestation. D'accord, ok. C'est pas trop sur ça que ça a été, mais c'est surtout sur sa deuxième partie. Sa deuxième partie, elle est simple, c'est que il a fait d'une certaine partie jusqu'au pôle sud, et jusqu'au pôle sud, il est descendu un tout petit peu, j'ai envie de dire, sud-ouest.
Et sur la deuxième partie, c'était balisé. D'accord. Donc là, c'est pas sans assistance. Ok, ouais, donc c'est effectivement, il y a des... Balisé, et c'est-à-dire que c'est une route. D'accord. Eh oui, ça veut dire qu'il y a une machine qui est passée et qui a fait une route. Et c'est ça qui lui est contesté aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je comptais en fait marcher sur ses pas. Et aujourd'hui, en fait, je suis en train de regarder avec l'équipe, avec tous les gens qui m'entourent, de voir en fait si j'emprunterai pas justement un autre chemin pour éviter toutes ces contestations derrière. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Après, le plus intéressant, c'est peut-être pas le record, mais on va dire la traversée. La traversée en elle-même, c'est le moment que tu vas passer. Tout à fait. Ouais. C'est énorme. Tu as mentionné rapidement l'équipe qui travaille avec toi. Oui. Et j'imagine que ça demande une organisation colossale. Ouais. Et j'aime bien rendre honneur un petit peu parce que je sais que derrière chaque athlète, il se cache souvent une équipe très talentueuse. Ouais. Aujourd'hui, de qui tu t'es entouré et comment t'aides ces gens-là et sur quelle spécialité? Bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que première chose, j'ai dû créer ma propre association. Il faut savoir que quand on fait ce genre de choses et qu'on veut recevoir des dons, si on n'a pas une association, loi 1901, on peut pas recevoir les dons et eux, ils peuvent pas avoir les moins 66%. Donc ça, c'est important à savoir. La deuxième chose, donc, c'est ça, exactement. La deuxième chose, c'est que donc dans l'association Aventure Claude Cazes, il y a presque 30 partenaires en fait, du côté de chez moi bien sûr, de Béziers, dont la ville de Béziers est partenaire, le polygone de Béziers, je les ai cités, plein d'autres vraiment plus. Mais pour en revenir sur l'équipe, j'ai un podologue, j'ai un dentiste. D'accord. On est obligé en fait parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un dossier médical à rendre en fait quand on va rendre un dossier dont on parlera aussi, puisqu'il y a quand même un organisme à qui il faut remettre tout ça et qui valide ou pas si on va en Antarctique. Ça, c'est important. D'accord. Et donc dans l'équipe, voilà, on a un podologue, on a donc un dentiste surnommé Bobo au cas où. On a des médecins. Moi pour le coup j'ai la chance d'avoir des médecins chirurgiens orthopédiques qui sont Clément et son papa Eric. On a Thomas qui est le kiné. Donc on a vraiment une grosse structure. On a aussi Mathieu qui est l'ostéopathe. Alors ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais je fais aussi de la réflexologie. D'accord. Ouais. Qu'elle soit crânienne, plantaire. Plantaire et crânienne. Vraiment c'est un gros et pour faire juste une petite aparté, si les gens se posent des questions, ne vous posez plus la question est-ce que ça marche ou ça marche pas. Posez-vous juste une question simple. Est-ce que on dépense des calories tous les jours? Si vous me dites oui, j'ai envie de vous dire, qui dit calories dit énergie. Donc on a vraiment en fait une énergie à l'intérieur de nous. Donc la réflexologie fonctionne sur l'énergie. Donc peut-être que j'ai répondu à certaines questions, je sais pas. Moi je connais pas très bien ce sujet, donc c'est sûr que je vais pas forcément m'aventurer sur ça. Faudrait que je m'informe un petit peu plus, mais en tout cas c'est assez passionnant. J'ai oublié une personne importante, je l'ai citée tout à l'heure, mais c'est quand même Estelle Payenne, bien sûr. La nutritionniste diététicienne qui fait un boulot extraordinaire, puisque faut savoir que pour n'importe quel sportif, quel qu'il soit, la nourriture est le moteur qui va nous faire avancer, et selon comment elle est adaptée en fonction de ce qu'on va faire, ça va nous aider à performer justement. Donc voilà, je tenais à rendre ce petit hommage. Mais d'ailleurs sur la nutrition, je sais que c'est très particulier en Antarctique. Est-ce que t'as je sais que Mathieu Torder m'avait dit qu'il mangeait énormément de graisse. Ouais. Parce que c'était le plus calorique et le plus léger en fait finalement, et comme quand t'as un traîneau et qu'il faut le tirer, t'essayes de faire un ratio. Mais toi, sans parler de l'Antarctique, est-ce que t'as des grandes lignes que tu respectes, je sais pas, ou des oui, je veux dire ça, un certain régime. Je peux citer, ouais, bien sûr. Parce que je me fais souvent taper sur les doigts. Ouais. Les légumes avant tout. Voilà, ça c'est la base. On part déjà sur ça, et puis non, après il y a beaucoup de choses, bien sûr. Je pourrais t'en citer plein. Je connais plus la diète sur le bout des doigts, mais je pourrais t'en citer quand même pas mal. Mais les légumes, en fait, ça c'est une base énorme. Ouais, tout à fait, ouais. Les hydrates, bien sûr, les fruits à coque, voilà, ce genre de choses, c'est très très important. Mais on doit vraiment en fait tenir une tenue en fait, une conduite irréprochable,
puisque c'est ce qui nous permet, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça nous aide énormément pour avoir, j'ai envie de dire, ne pas être trop lourd, mais ne pas être trop fin, en fait, pour pas dire maigre, puisqu'il faut avoir un minimum de masse graisseuse pour partir dans de l'extrême froid, déjà. Justement, ça a été un peu ce qui a été dit aujourd'hui, en fait. On calculait un peu à travers des pinces et ce genre de choses. Mais c'est très très important. Et du coup, de toute façon, si c'est pas important, je me fais taper sur les doigts à un moment donné. on continue à avancer avec. Ok. Et tu fais des petits entraînements spécifiques pour préparer cette traversée? Oui. Alors, effectivement, je fais des entraînements très spécifiques même. Par rapport au froid et par rapport au physique. Par rapport au froid, bon, vous l'aurez entendu, hein, je fais quand même des immersions dans la glace qui est assez atypique. Hein, pas beaucoup de monde dans le monde le fait. Après, je fais des bains de froid aussi au centre kiné performance et sport. Je fais ça. Donc pour le froid, c'est ça. Bon, les douches froides comme toi. Donc ça, pour moi, ça a été la base en fait. Alors, pour toi, ta petite info, les douches froides, ça fait pas 30 ans non plus que je les ai commencées. Ouais, vraiment, ça fait que quelques mois, mais depuis quelques mois où je le fais, je me sens vraiment bien. Et comme tu l'as cité au début, en fait, ça, on réveille en fait énormément de choses. On se protège, on se munit de énormément de choses. Et donc, du coup, j'incite les gens à le faire au quotidien dans mes directs, puisque c'est ce que je fais tous les jours. Je fais des directs où j'essaye de donner des infos sur l'avancée de mon aventure. Et puis, je sais plus ce que je disais, tu vois. Ouais, je te demandais si tu faisais une certaine préparation physique. Voilà, la préparation physique. Je crois qu'il y avait c'était Stéphanie Giquel qui me disait qu'elle faisait des séances de musculation dans des chambres froides parce qu'elle est très légère et du coup fallait tirer le traîneau ça. Et elle avait travaillé un petit peu comme ça, quoi. Alors moi, pour le coup, je fais pas les chambres froides, mais comme je l'ai cité, donc le bain froid, les immersions dans la glace pour le froid. En ce qui concerne le physique, je l'ai cité tout à l'heure, je garde toujours le masque. Même quand je suis dans les bains froids et dans le froid, à part dans les tests d'immersion dans la glace. Mais pour le reste, je m'entraîne comme Mathieu. Bon, lui, malheureusement, il n'a pas eu la chance d'être proche de la mer. Mais je sais qu'il y allait quand même de temps en temps, il me l'a dit. Moi, j'ai la chance de pouvoir y aller quand je veux. J'habite à peine à 15 minutes en voiture donc de la mer, donc je peux m'entraîner sur le sable. On connaît les difficultés du sable. Déjà, juste le fait de courir sur du sable, de marcher sur du sable, c'est plus difficile. Mais ce que les gens ne connaissent pas, c'est quand on tire du poids en fait sur le sable, on met un outil en fait qui nous permet de mesurer le poids qu'on tire sur le sable et multiplié par 3. D'accord. Et moi, la puissance en watts. C'est ça. Moi aujourd'hui, je m'entraîne à 30 à 50 kilos sur sable. Ok. Pour simuler ce que je vais tirer là-bas, puisque je vais quand même avoir un tout petit peu plus de poids que Mathieu Tordeur. Mathieu en avait 115 si mes souvenirs sont bons, et moi je vais être entre 150 et 160 kilos. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qui explique que tu auras plus de poids? Je vais rester plus longtemps déjà. Ouais. Lui c'est 30 jours, hein. Non, 43 jours. 51 jours il est resté. D'accord, ok. Ouais, 51 jours. Donc moi je vise 50 jours pour le coup. Okay. Donc c'est pour ça que il est possible que j'ai un peu moins de poids que les 160, c'est possible que ça tire plutôt vers les 150, mais donc pourquoi? Parce que il y a quand même de l'équipement et de la logistique plus la nourriture, donc c'est ce qui fait que ça donne énormément de poids. Après donc pour revenir justement sur les entraînements, je m'entraîne au bord du canal du Midi. Ça c'est si on veut te croiser. Ouais, tout à fait, si on veut me croiser. Et en fait, pareil, je tire aussi une luge. Pour le coup, c'est pas la même luge que sur le sable. Le sable, c'est une luge en plastique d'enfant, hein, tout simplement. Je mets mon poids dessus. Et sur le bord du canal du Midi, c'est une luge en bois à l'ancienne, qui a été renforcée par des amis qui ont une société d'inox, et sur lequel je mets exactement le même poids, de 30 à 50 kilos aussi tiré. Bon, là, pour le coup, c'est pas multiplié par 3 parce qu'on n'est pas sur du sable, mais c'est multiplié entre 1,8 et 1,9. Donc c'est presque le double, quoi. Ok, ouais. Ok. Écoute, c'est hyper inspirant. Moi,
Ça me donne envie de suivre tout ça. D'ailleurs, petit aparté, on va en profiter maintenant. Ouais. Comment est-ce qu'on peut demander aux gens de te suivre un peu et de suivre un peu ton aventure? Alors déjà, on peut me suivre juste en tapant mon nom et mon prénom, donc Claude Cazes, C-A-Z-E-S. Vous allez trouver les liens sur Facebook, sur Instagram, et il y a aussi le site internet claudecazes.com qui a été ouvert et qui est alimenté donc tous les jours et qui est remise à jour aussi tous les jours. Donc toutes les informations sur ce que je vais faire, ce que j'ai fait et ce que je compte faire, ils sont dedans. D'accord, ok, génial. Bon, on arrive à la fin de l'interview. À la fin, j'ai une série d'une dizaine de questions. Un peu, tu peux y répondre soit du tac au tac, Ouais. soit les développer, c'est comme tu veux. Ok, C'est un peu du ping-pong. Ouais. Ça peut aller vite. ça marche. Qu'est-ce que c'est une bonne journée pour toi? Une bonne journée, c'est quand j'ai transpiré, puisque j'ai du mal à transpirer même après des parcours extrêmes. Ok, c'est marrant. T'as du mal à transpirer, quoi. Ça me fait sourire. Et du coup, une bonne journée, ça veut dire que tu t'es déchiré, quoi. Ouais, complètement. Okay. C'est quand la dernière fois que t'as déchiré? Que t'as transpiré, pardon? Ben, j'ai envie de te dire, c'est quand je suis au bord du canal du Midi, en fait. Ah ouais, Ouais. tu fais ces entraînements-là, Ouais, Là, vraiment, cela, je transpire énormément. Ok, génial. C'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir concernant les entraînements ou L'aventure ou dans la vie, tiens. Voilà. dans la vie en général, mon meilleur souvenir, ben, j'ai envie de dire, c'est quand la première fois que je me suis retrouvé en Thaïlande, en fait. Le premier jour où j'ai atterri à Bangkok. Pourquoi c'est mon meilleur souvenir? C'est parce que j'ai ressenti une chose étrange qui est l'envie de repartir en France, en fait. Le premier jour où je suis arrivé, j'ai eu cette sensation du mal du pays. Ouais. Ça a duré quelques secondes. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais t'es fou, quoi. T'es venu, en fait, ici pour quelque chose, donc fais-le, quoi. Et ça a duré quelques secondes. Et puis après, j'ai tout de suite cette attraction, en fait, cet aimant qui m'a dit, mais vas-y, c'est bon, pars. Ouais. C'est vraiment ce moment-là qui m'a fait que je me suis senti bien et que je retiens là maintenant. Et c'est exactement ce que je ressens pour l'Antarctique. Ok, génial. Est-ce qu'il y a eu des rencontres décisives dans ta vie? Oui. Oui, j'ai envie de te dire surtout une, en fait. Cette rencontre, en fait, elle a été la première fois où je suis allé en Chine. C'était à Shanghai, exactement. Donc pour le Kung Fu. Faut dire que, je vais vous avouer un truc, c'est que la première fois où je suis parti là-bas, je suis parti pour une petite raison, mais et ça, je pense que c'est important de le savoir. Aujourd'hui, j'ai plus trop de difficultés à le dire. Et puis, je pense que beaucoup de personnes peuvent être dans ce cas. J'avais perdu mon papa, en fait, quelques années avant. Et donc, c'était quelque chose de assez difficile, comme toutes les personnes qui perdent un membre de leur famille. J'étais un peu perdu, en fait. J'étais un jeune un peu perdu, donc je partais un peu dans toutes les directions. Et quand je suis parti là-bas, j'avais une petite ligne qui me disait va là-bas. Mais une grosse sensation, en fait, encore cet aimant qui me disait il y a quelque chose qui t'attend là-bas, voir quelqu'un, je sais pas. Et j'ai rencontré en fait là-bas une personne qui s'appelle Patrick et qui m'a donné, et ça peut-être que ça va aider les gens qui nous écoutent, qui m'a donné une ligne de conduite. Et j'avance aujourd'hui encore avec. Ok. Qui est ne te mets aucune barrière pour personne ni n'importe quoi. C'est-à-dire que à un moment donné dans sa vie, même si on est avec quelqu'un, même si on est heureux, même si on a des enfants, et ça peut choquer certaines personnes, mais si vraiment en fait on a, c'est même pas une envie, c'est comme cette attraction, quelque chose qui nous attire ailleurs et qu'il faut qu'on le fasse, j'ai envie de dire faites-le, parce que sinon vous allez vous bouffer tout au long de votre vie. Ouais. Voilà. C'est le meilleur moyen de vivre sans regret, quoi. Exactement. Moi, généralement, quand j'ai une idée un peu folle, je la garde pendant quelques jours, et si j'en ai encore envie, je me lance, quoi. Ouais. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais bien me voir, je sais pas, j'ai envie de te dire, peut-être sur l'Everest. Allez, génial, j'adore. Bah, on se reverra après ta montée, alors. Ouais. C'est quelqu'un, j'essaye d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui a gravi l'Everest sur ce podcast. Je cherche, mais il y a pas tant de Français que ça. Ouais, exactement. Il y en a très peu, et autant dans certains pays il y en a plus, mais en France c'est encore, il y en a pas encore beaucoup, et j'ai pas encore eu le bon contact. Ouais. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a appris plus que les autres? Oui. Thaïlande, boxe, un tournoi donc de semi-professionnel en MMA. J'ai mon premier échec en fait en boxe, c'est-à-dire que j'avais fait 7 combats en boxe thaï, 7 KO,
J'avais gagné par KO, pardon. Et le premier dans ce tournoi, je l'avais gagné haut la main, j'étais bien. Et le deuxième, en fait, échec. C'est-à-dire que j'avais perdu. Bon, je vais pas raconter les détails, mais en gros, j'avais perdu. Et j'étais tellement déçu, en fait, comme beaucoup de gens qui vivent cet instant. J'étais déçu de moi-même, en fait. Et mon entraîneur est venu, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit t'inquiète pas, je prévois énormément de choses pour toi, en fait, donc ne sois pas déçu. Moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire ce soir, et donc voilà. Donc, ok. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une musique que tu donnes à tout le monde, que tu recommandes à tout le monde? Moi, il n'y a pas 50 000 musiques ou films qui me, j'ai envie de te dire, qui me ressemblent. Si je devais te citer un film, si tu me connais pas en fait et que tu regardes ce film, ben c'est un peu moi. Vas-y, dis-moi. C'est Rambo 1. Ah, j'adore. Moi aussi. Ok. La musique, ça reste un peu on reste un peu avec Stallone. C'est les musiques de Rocky, tout simplement. Ok. Vraiment, quand je la mets, et ben là, je te cite un petit truc pendant les 24 heures de bike. Ouais. De 20h à 22h, je me suis mis cette musique. J'ai accéléré de 20 km/h à 30 km/h pendant 2 heures non-stop. Grâce à ça. Ouais. Ouais, comme quoi c'est un vrai dopant, quoi. Complètement. Ok. Génial. Est-ce que si tu pouvais retourner à ton adolescence et que tu pouvais te donner un petit conseil, ouais. Qu'est-ce que tu te dirais? Reste comme tu es, ne change rien puisque les choses à venir, elles sont extraordinaires. Ok, ah, j'adore comme réponse. Écoute, on arrive à la dernière question. Comme je te l'ai dit, ce petit podcast, c'est aussi un passage de flambeau. Quel est le ou les prochains sportifs que tu me recommandes d'aller interviewer? Alors, il s'appelle Clément. C'est devenu un ami puisque je l'ai découvert il y a quelques mois de cela. Ok. Et il a quand même fait le tour du monde à vélo. Ok, génial. Ouais. J'adore. Donc, je crois que ça parle de, si je dis pas de bêtises, 16 000 kilomètres qu'il a fait. Et ouais, et du coup pour les phases de mer, il prenait le bateau et il se retrouvait sur un autre sur l'autre continent. Ouais. Ok, génial. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Par le biais d'un ami en fait qui s'est rapproché donc de ce que je faisais et qui m'a dit je pense qu'il faut que tu rencontres Clément. Pardon, je dis Clément mais en fait il s'appelle Gabin, je viens de me rendre compte. Okay. Donc c'est Gabin en fait. Et Gabin Corridor exactement. Et qui m'a dit il faut que tu le rencontres, ce jeune est extraordinaire. Et il a vraiment une histoire et vous allez vous entendre. Ok. Voilà. Bon, bah trop bien. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Claude. Merci à toi Barthélemy. C'était un super moment. J'encourage vraiment les auditeurs à aller voir ce que tu fais, à aller te suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui t'encourage. J'imagine que ça fait toujours plaisir. Ouais. N'hésitez pas à aller envoyer des petits messages d'encouragement. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, merci. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!